Son nom, X Black Blood of the Stars, le mal venu des étoiles, présentation du concept, avant le scénario catastrophe. Chers lecteurs, chères lectrices, et vous, esprit curieux, qui vous aventurez volontairement là où les ombres s'épaississent et où le confort de la certitude n'a plus cours. Bienvenue. Je vous demande de prendre un instant, un simple instant. Regardez autour de vous, observez la banalité rassurante de votre environnement, la lumière douce d'une lampe, le silence familier de votre pièce, le poids réconfortant de la conviction que demain sera une journée semblable à aujourd'hui. Accrochez-vous à cette sensation. Imprégnez-vous de cette quiétude, car c'est peut-être la dernière fois que vous la ressentirez avec une telle innocence. Ce que je m'apprête à vous dévoiler n'est pas une simple fiction, pas un conte macabre inventé pour vous divertir le temps d'une soirée. Considérez plutôt ceci comme une simulation, une chronique méticuleuse et clinique d'un futur qui a peut-être déjà commencé, une plongée en apnée dans une réalité alternative si tangible, si viscérale, qu'elle pourrait bien devenir la nôtre. Nous allons ensemble explorer un scénario d'une noirceur si fondamentale qu'elle semble absorber toute lumière, une vision si dévastatrice qu'elle laisse une cicatrice béante sur l'imagination de ceux qui osent la contempler. Je vous invite à plonger avec moi, non pas dans une histoire, mais dans l'œil d'un cataclysme imminent. Un événement qui s'apprête à déchaîner sur notre monde une terreur féroce, primitive, une force qui va redéfinir les limites de la peur elle-même, jusqu'à ce que ce mot, si commun, n'ait plus aucun sens. Imaginez un film d'horreur dont vous ne seriez plus le simple spectateur, confortablement installé dans votre fauteuil, mais le protagoniste tremblant au cœur de la tempête, la boue jusqu'aux genoux et le souffle court. Un cauchemar éveillé, palpitant et haletant, où chaque silhouette qui danse dans votre champ de vision, chaque silence qui s'étire une seconde de trop, pourrait annoncer la fin. Dans ce monde au bord du précipice, la survie n'est plus un choix, elle est une anomalie, une fragile et improbable exception à la règle de l'anéantissement. Avant que nous ne basculions ensemble dans cet apocalypse, permettez-moi une brève parenthèse, un dernier contact avec le monde que nous connaissons encore. Chaque récit que je vous livre ici est une architecture complexe, une cathédrale de mots et d'angoisses, bâtie avec un soin et une passion qui consument mes jours et hantent mes nuits. C'est un travail solitaire, exigeant. Si ce voyage dans les ténèbres vous captive, si vous sentez le frisson que j'ai voulu y insuffler, alors je vous serai infiniment reconnaissant de laisser une trace de votre passage. Un simple commentaire, un partage, ou si l'envie vous enchante, un abonnement. Ces gestes sont pour moi bien plus qu'un simple chiffre. Ils sont la preuve que je ne suis pas seule à regarder dans l'abîme. Ils sont le carburant qui alimente ma créativité et me donne la force de continuer à explorer ces concepts, à donner vie à ces univers pour vous. Je vous en remercie, non pas d'avance, mais du plus profond de mon cœur, pour le temps précieux que vous m'accordez. Maintenant, revenons à notre sujet. Préparez-vous, l'immersion doit être totale. Pour cela, nous allons commencer en douceur, presque de manière chirurgicale. Je vais poser les fondations de ce cauchemar avec une introduction précise, factuelle. Vous entendrez parler de noms, de dates, de lieux, des éléments concrets pour vous ancrer dans cette réalité. Mais ne vous y trompez pas. C'est un piège. La descente sera progressive, insidieuse. Chaque strate de ce récit vous entraînera plus profondément dans un labyrinthe machiavélique et dérangeant, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où se trouve la sortie, ni même si vous avez jamais été dehors. Je vous demande de faire cet effort. Essayez de vous projeter, de vous imaginer comme un personnage de cette fresque macabre. Sentez le froid sur votre peau, entendez les murmures dans votre dos. Un frisson, je vous le garantis, finira par naître à la base de votre nuque, avant de se répandre comme un poison glacial le long de votre colonne vertébrale, jusqu'à la pointe de vos pieds. Ce concept, aussi extrême soit-il, est d'une atrocité chaotique, mais il est surtout terriblement réaliste. Il puise sa source dans l'une des plus grandes et des plus dangereuses qualités de notre espèce, notre ambition démesurée. Cette soif inextinguible de repousser les limites, de percer les secrets de l'univers. Notre regard, depuis que nous avons levé la tête vers la voûte céleste, a toujours été tourné vers les étoiles. Nous avons nommé les constellations, rêvé de marcher sur d'autres mondes, et nous avons bâti des tours de métal et de feu pour nous arracher à la gravité de notre berceau.
une quête magnifique, héroïque. Mais l'univers est vaste, et surtout, il est silencieux. Un silence qui peut être interprété comme un vide, ou comme l'immobilité d'un prédateur à l'affût. Dans notre élan infini pour conquérir l'inconnu, nous avons tendu la main vers les ténèbres cosmiques. Nous avons crié notre existence dans le vide intersidéral, espérant une réponse, un signe que nous n'étions pas seuls. Nous n'avons jamais envisagé que la pire des réponses serait, justement, d'en recevoir une. Ce jour est arrivé, maintenant. Alors, une dernière fois, êtes-vous prêts, mes amis? L'histoire commence maintenant. Première partie. Le passager clandestin. Vous êtes-vous déjà réellement posé la question? Non pas distraitement, en levant les yeux par une nuit claire, mais avec une curiosité profonde et inquiète. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache vraiment dans le vide infini de l'espace? Je ne parle pas de ce panorama magnifique, presque théâtral, que nous admirons depuis le plancher des vaches, ce spectacle lointain et rassurant de constellations scintillantes, ces points de lumière qui dessinent des histoires familières dans le velours de la nuit. Ces étoiles sont des soleils morts depuis des millions d'années ou des fournaises nucléaires à des distances si vertigineuses qu'elles ne représentent aucune menace. Elles sont une peinture, une décoration, non. Je parle de ce qui se trouve entre elles, de l'obscurité, de ce noir d'encre, absolu et insondable, qui compose la quasi-totalité de l'univers. Ce n'est pas un simple vide. Le vide est une absence. Ce dont je parle est une présence, une entité silencieuse et glaciale qui attend, patiemment. Imaginez une matière, une substance organique, si l'on peut encore l'appeler ainsi, tapie dans les replis de l'espace-temps, cachée entre les mondes, comme une moisissure cosmique. Une ombre venue des étoiles, une anomalie qui n'obéit à aucune loi physique que nous connaissons. Une chose dont le seul métabolisme est d'étouffer toute existence. Elle ne chasse pas, elle ne tue pas, elle se contente de se répandre, et sur son passage, la vie, la lumière, la chaleur, et même le concept de souvenir cessent d'être. Elle est capable de décimer toute trace de vie, non pas en la détruisant, mais en la décomposant au niveau le plus fondamental de la réalité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, pas même un fantôme, pas même un écho. Là où cette chose passe, le cauchemar commence, et il ne s'arrête plus. Jamais. L'univers, comme vous le savez, est immensément vaste. Nos esprits, si brillants soient-ils, ne peuvent en concevoir l'échelle. Chaque grain de sable sur chaque plage de notre monde représente à peine une galaxie parmi des milliards. Et nous, confinés sur notre petite bille bleue, nous sommes loin, si loin d'imaginer ce qui peut réellement se cacher dans ce cosmos noir, ce néant qui est pourtant, à sa manière, bien vivant. Il existe une règle simple, presque enfantine, que nous apprenons très tôt, une règle de prudence, de survie. Quand on ne connaît pas, on n'y touche pas. C'est le principe qui nous empêche de caresser l'animal sauvage, de goûter le fruit inconnu. C'est une sagesse ancestrale, gravée dans notre ADN. Et il existe une extension à cette règle, une version adaptée à notre ère technologique. Et encore moins, on ne le ramène à bord de son vaisseau d'exploration spatiale. Imaginez maintenant, suspendez votre réalité et visualisez avec moi. Une station spatiale, baptisée l'Odyssée, un bijou de technologie, une merveille d'ingénierie humaine, suspendue comme une araignée de titane et de verre dans la nuit éternelle. Ses lumières perçant l'obscurité, une petite île de vie et de chaleur au milieu d'un océan de froid absolu. À l'intérieur, un équipage de 6 personnes, les meilleurs des meilleurs, des scientifiques, des ingénieurs, des explorateurs triés sur le volet. Ils sont l'avant-garde de l'humanité, le fer de lance de notre curiosité. Fiers de leur mission, grisés par les découvertes qu'ils ont déjà faites, ils ne savent pas encore. Ils ne peuvent pas savoir. Ils viennent de commettre l'erreur finale, l'erreur ultime. Ils ont ramené un passager clandestin. Le protocole était pourtant clair. Des centaines de pages, des milliers d'heures de simulation. Ne jamais introduire un échantillon non identifié directement dans l'environnement de la station. Mais celui-ci était différent. Il ne ressemblait à rien de ce que les théories avaient pu prédire. Ce n'était pas une roche, pas un gaz, pas un cristal. C'était une chose venue d'un autre monde, ou peut-être d'entre les mondes. Une sorte de géode noire, lisse comme de l'obsidienne,
mais qui semblait absorber la lumière du projecteur de la navette au lieu de la réfléchir. Et à l'intérieur, les capteurs détectaient une signature énergétique nulle, un vide parfait, un point de néant contenu dans une coquille. Ces explorateurs de l'espace pensent bien faire. Ils sont au seuil de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Prendre quelque chose que l'on n'a jamais vu, que l'on n'a même jamais imaginé. C'est une tentation trop forte. C'est le Graal. Les humains ont une soif inextinguible de découverte, un rêve presque maladif de tout connaître, de tout cartographier, de tout comprendre. Nous voulons percer tous les mystères de l'espace. C'est sûrement cette noble et terrible ambition, hélas, qui finira par nous tuer tous, un jour. Et ce jour vient de commencer. Deuxième partie, la nature de la corruption. Alors, qu'ont-ils ramené à bord de l'Odyssée? Quelle était la nature de ce passager clandestin, de cette anomalie contenue dans sa coquille d'obsidienne? Laissez-moi d'abord vous dire ce que ce n'était pas. Si votre esprit, nourri par des décennies de fiction populaire, s'attend à un extraterrestre aux yeux globuleux ou aux appendices tentaculaires, alors vous vous trompez lourdement. Si vous imaginez un petit homme vert, frêle et doté d'antennes, sortant d'une soucoupe volante, alors vous êtes encore plus loin de la terrifiante vérité. Hélas, non. La réalité, comme toujours, est infiniment plus complexe et bien plus effroyable que nos contes les plus imaginatifs. Pensez-y un instant, d'un point de vue purement logique. Théoriquement, il est presque impossible qu'une forme de vie organique, née dans les confins d'un autre système solaire, sous un autre soleil, sur une planète aux conditions radicalement différentes, puisse ressembler, même de loin, à un être humain. Ce que nous sommes aujourd'hui, notre symétrie bilatérale, nos 5 doigts, la structure même de notre ADN, est le fruit d'une chaîne ininterrompue de milliards d'années de mutations, d'adaptation, d'extinction et de hasard cosmique. Nous sommes le résultat d'une loterie biologique qui s'est jouée sur une seule et unique planète. Pour qu'une autre espèce nous soit semblable, il faudrait qu'elle ait suivi exactement le même chemin évolutif, une coïncidence si improbable qu'elle relève du miracle statistique. À moins, bien sûr, qu'une intelligence supérieure, un être suprême, ne soit intervenue dans l'équation pour nous créer à son image, semant la vie à travers l'univers, selon un modèle unique, ou bien, et c'est une pensée tout aussi vertigineuse, que tout cela ne soit que le fruit du hasard le plus absolu, une anomalie dans un cosmos indifférent, mais je m'égare. Car ce qu'ils ont ramené n'est ni un frère cosmique, ni un Dieu créateur. Ici, on parle de quelque chose de bien pire, de fondamentalement pire. Essayez d'imaginer non pas une créature, mais un principe, une ombre, une présence incorporelle, aussi subtile qu'un courant d'air dans une pièce scellée. Un souffle froid qui ne s'attaque pas à la chair, mais qui s'insinue directement dans les systèmes, dans le code source des êtres vivants. C'est une matière organique, oui, mais qui se comporte comme une information. Une donnée corrompue qui se propage sur un réseau. Elle se faufile partout, à travers les cloisons, le long des circuits électriques, dans les ondes radio. Et une fois qu'elle atteint sa cible, elle ne dévore pas. Elle transforme. Elle réécrit. Elle prend le contrôle de tout ce qu'elle touche, asservissant la biologie à sa propre et incompréhensible volonté. Pensez à un requin, un prédateur parfait, mu par une faim insatiable. Mais même le requin a une forme, une présence physique. Il saigne, il meurt. Cette chose, elle, est plus proche du concept même de la faim. Une faim abstraite, sans estomac pour la contenir. C'est un pathogène capable d'évoluer, certes, mais pas comme ceux que nous connaissons. Les virus et les bactéries ont besoin d'un hôte, d'un contact, d'un vecteur. Ils suivent des règles, aussi mortelles soient-elles. Cette entité se joue de ces contraintes. Au début, elle n'a pas besoin de contact physique. Elle n'a pas besoin de se transmettre par le sang ou la salive. Car au commencement, elle est une idée, une simple pensée parasite, une corruption qui germe dans le terreau fertile de votre conscience. C'est votre pire cauchemar, non pas parce qu'il prend la forme de vos peurs, mais parce qu'il est le mécanisme même de la peur. C'est une création informe, une moisissure mentale qui s'infiltre d'abord dans vos esprits. Elle commence par un doute, une question lancinante qui apparaît sans raison. La couleur de ce mur a-t-elle changé? Puis une paranoïa subtile. Est-ce que mon coéquipier m'a regardé étrangement? Elle joue avec vos souvenirs,
altérant d'infimes détails, vous faisant douter de votre propre passé. Elle se nourrit de votre anxiété, grandit dans votre méfiance et s'épanouit dans votre terreur. Et lorsque votre esprit est suffisamment affaibli, lorsque la barrière entre la réalité et l'hallucination s'est effritée, alors, et alors seulement, elle commence son œuvre sur la matière, sur votre corps. Voici donc l'histoire, chers lecteurs et lectrices, l'histoire de 6 pionniers, les plus brillants esprits de leur génération, enfermés dans une boîte de métal à des millions de kilomètres de chez eux, avec une chose qui ne veut pas les tuer, mais les défaire, les déconstruire, esprit après esprit, atome après atome. Le cauchemar ne va pas frapper à la porte, il est déjà à l'intérieur, il est dans leur tête. Troisième partie, le premier contact. Alors, partons. Quittons la sécurité de notre monde et la solidité du sol sous nos pieds. Projetons-nous par la pensée à des millions de kilomètres d'ici, dans le silence assourdissant du cosmos. Partons à bord de ce vaisseau explorateur, l'Odyssée, et découvrons ensemble le commencement, le moment précis où le fil du destin de l'humanité a commencé à s'effilocher. Nous sommes en novembre 2029, une date qui, dans les annales de ce qui fut notre histoire, restera gravée comme le point de bascule. La station spatiale, que j'ai nommée l'Odyssée mais que ses concepteurs ont baptisée Orphésept, est en orbite stable autour de la planète Mars. Ce n'est pas une simple capsule, mais une véritable petite ville en apesanteur. Un enchevêtrement de modules, de laboratoires et de quartiers d'habitation, tournant lentement sur elle-même pour créer une gravité artificielle. Depuis plusieurs mois, ces 6 occupants, l'élite de l'exploration spatiale internationale, mènent une routine rigoureuse et presque monotone. Leurs journées sont rythmées par le bourdonnement des systèmes de survie, l'odeur aseptisée de l'air recyclé et le balai incessant des données qui défilent sur les écrans. Leur mission principale est l'analyse des sols martiens, à distance. Tout se fait par l'intermédiaire de drones, de rovers et de capteurs ultra perfectionnés. Orphésept est un véritable microscope flottant, un bijou de technologie capable de sonder la composition chimique d'une roche à des centaines de kilomètres de distance. Ses occupants effectuent des rondes virtuelles, des repérages minutieux, cartographiant la planète rouge avec une précision inédite. Mais leur mandat ne s'arrête pas là. Ils sont aussi les yeux et les oreilles de l'humanité tournés vers l'infini. Leurs télescopes sondent les coins les plus reculés de l'univers, scrutant notre propre galaxie à la recherche de la moindre anomalie, du moindre signe. Ironiquement, ils cherchaient la vie au loin, sans se douter que la mort, elle, s'approchait tout près. Et puis, il y a eu ce matin. Un matin ordinaire, si tant est que l'on puisse parler de matin dans l'éternelle alternance de jour et de nuit artificielle. Le commandant Hélène Dubois, une astrophysicienne française au calme olympien, prenait son café lyophilisé en supervisant le balayage radar de routine. C'est alors que l'alerte a retenti. Pas une alarme stridente, juste un bip discret, presque poli, signalant une détection non cataloguée. Sur l'écran principal, un point solitaire se déplaçait. Il avançait, ou plutôt flottait, dérivant lentement dans la haute atmosphère martienne, là où l'air est si ténu qu'il n'est plus qu'un fantôme. L'ordinateur de bord, avec sa logique implacable, passait en revue toutes les possibilités. Météore ? Négatif. Aucune signature thermique, aucune traînée de débris. Débris spatial ? Négatif. La trajectoire ne correspondait à aucun satellite connu, actif ou mort. C'était un objet inconnu. Un X dans l'équation. L'équipage s'est rassemblé dans la salle de contrôle. La routine s'est brisée, remplacée par une excitation palpable, un mélange de curiosité scientifique et de trac primordial. Ils ont décidé de s'en approcher. Une petite navette de reconnaissance, le Charon, s'est détachée de l'Orphésept pour aller intercepter cet objet non identifié qui semblait être porté par les vents solaires, ces courants de particules qui soufflent en permanence depuis le Soleil. À mesure que le Charon se rapprochait, l'incompréhension grandissait. Ce n'était pas un objet au sens où nous l'entendons. C'était une absence, une masse noire, mais d'un noir que personne n'avait jamais vu, un noir qui ne reflétait aucune lumière. Les projecteurs de la navette semblaient être absorbés par sa surface, comme si la lumière tombait dans un puits sans fond. Les capteurs étaient formels. Aucune réflectivité, aucune émission de chaleur, aucune radiation,
aucune structure interne détectable. C'était un point de néant solide, une anomalie physique qui défiait toutes les lois connues. Les explorateurs étaient plus qu'intrigués. Ils étaient fascinés. C'était la découverte d'une vie. Le contact, et comme tout humain, ouvert à la découverte et aveuglé par la promesse de la gloire, l'un d'eux a pris l'initiative. Le docteur Kenji Tanaka, le biologiste de la mission. Un homme brillant mais notoirement impulsif, prit une décision consciente. Ou l'influence subtile de la chose elle-même avait-elle déjà commencé à s'exercer? Nul ne le saura jamais. D'une voix où perçait une excitation presque fébrile, il a ordonné au bras robotique du charron de saisir ce corps étranger et de le ramener sur Orphésept. Une fois à bord, le protocole, si souvent répété, a été suivi à la lettre, du moins en apparence. La masse noire, cette géote de vide, a été déposée sur un établi stérile dans le laboratoire principal. Puis, une série de bras automatisés ont assemblé autour d'elle une enceinte de confinement en verre de quartz et en alliage de tungstène, créant un environnement parfaitement isolé. Depuis la salle de contrôle, située à l'autre bout de la station, l'équipage observait l'intrus à travers un réseau de caméras haute définition. Pendant quelques heures, il ne s'est rien passé. La masse noire est restée là, inerte, absorbant la lumière crue du laboratoire. Certains membres de l'équipage ont commencé à se détendre, plaisantant sur le fait d'avoir capturé un trou noir de poche. Et puis, le changement a commencé. Subtil, à peine perceptible. Sur les écrans, ils ont constaté que la masse n'était plus parfaitement sphérique. Elle semblait s'étirer, grossir non pas comme un ballon que l'on gonfle, mais comme une tache d'encre qui s'étend sur du papier buvard. Lentement, inexorablement, elle prenait une forme indescriptible, asymétrique, qui semblait défier la géométrie elle-même. Le silence est revenu dans la salle de contrôle. Mais cette fois, ce n'était plus un silence de routine. C'était un silence lourd, chargé d'une question terrifiante. Qu'avons-nous fait? Quatrième partie. La première nuit. Face à leurs écrans, dans le silence glacial de la salle de contrôle, les 6 membres de l'équipage d'Orphésept regardaient la forme noire se contorsionner lentement. Les questions fusaient dans leurs esprits, silencieuses et angoissantes. Qu'est-ce que c'était? Était-ce une forme de vie? Si oui, était-elle dotée d'une âme, d'une sorte d'intelligence, ou n'était-ce qu'un phénomène physique exotique? Une chose était certaine, en tout cas, elle vivait, du moins, elle bougeait. Elle se transformait, s'étirait, pulsait doucement, comme un cœur malade. Mais agissait-elle avec ou sans conscience? Était-ce une réaction chimique ou une intention? Il était trop tôt pour le savoir. Et face à l'inconnu absolu, l'esprit humain a un mécanisme de défense puissant, le déni. Ils ont choisi, collectivement, et sans se le dire, d'ignorer pour le moment la portée terrifiante de ce qu'ils voyaient. Ils ont classé l'événement comme anomalie en cours d'observation et ont décidé de la laisser là, isolée dans son enceinte de confinement, sous la surveillance des automates. Ils allaient analyser les données, formuler des hypothèses, suivre le protocole. La science allait leur donner une réponse. C'est ce qu'ils se sont dit pour se rassurer. Mais cette chose n'appartenait pas au domaine de la science. Elle n'était pas matérielle au sens où nous l'entendons. Elle n'avait pas d'ADN, pas de cellules, pas de métabolisme. C'était une forme de conscience parasitaire, une entité née du vide quantique, ce bouillonnement d'énergie et de particules virtuelles qui sous-tend notre réalité. Une conscience faite de néant et d'une émotion si pure et si primale qu'elle ne pouvait être décrite que comme de la haine. Une haine froide, cosmique, non pas dirigée contre l'humanité, mais contre le principe même de l'existence. Et elle ne se propageait pas par l'air. Elle n'avait pas besoin de vecteurs physiques. Elle s'infiltrait par le canal le plus direct, le plus intime, le plus vulnérable. Elle s'infiltrait par les rêves. Ces chers explorateurs, nos 6 pionniers, allaient donc vivre leur première nuit en compagnie de ce que l'histoire, ou ce qu'il en restera, appellera désormais l'ombre. Dans les fragments de journaux de bord qui seront retrouvés plus tard, le docteur. Tanaka lui avait donné un nom plus scientifique, plus poétique et terriblement prémonitoire. X-Black, Blood of the Stars, le sang noir des étoiles. Malheureusement pour eux,
Le cauchemar n'attend pas le lever du jour. Il arrive silencieusement lorsque les défenses de l'esprit sont au plus bas. La première nuit à bord de l'Orphée Sept, après la capture de l'échantillon, fut étrangement calme. L'équipage, épuisé par l'excitation et l'anxiété de la journée, s'est retiré dans ses quartiers respectifs. Les lumières de la station se sont tamisées, passant en mode nocturne. Le silence n'était rompu que par le bourdonnement sourd et constant des systèmes de survie. Le commandant David Shepard, un ancien pilote de chasse américain, un homme pragmatique et solide comme un roc, fut le premier à sombrer dans le sommeil. Et il fut le premier à être touché. Son rêve a commencé de manière innocente. Il était de retour sur Terre, dans le jardin de sa maison. Le soleil était chaud, l'herbe était verte. Sa fille, Lily, âgée de 7 ans, courait vers lui en riant, ses cheveux blonds flottant au vent. C'était un souvenir parfait, un cliché de bonheur qu'il chérissait et se repassait en boucle lors des longues nuits solitaires dans l'espace. Mais cette fois, quelque chose clochait. Le rire de Lily était légèrement distordu, métallique. Alors qu'elle se rapprochait, son visage a commencé à se déformer. Ses yeux se sont élargis, devenant des puits noirs et vides. Et sa bouche. Sa bouche s'est ouverte, encore et encore, bien au-delà de toute possibilité anatomique. La peau de ses joues s'est déchirée, ses mâchoires se sont disloquées pour révéler non pas une bouche d'enfant, mais une gueule béante, un vortex de chair tapissé non pas de dents, mais de centaines d'échardes d'os, acérées comme des rasoirs, qui s'agitaient frénétiquement. Et de cette abomination est sorti non pas un cri, mais le son statique d'une radio mal réglée, un bruit blanc qui vrillait les tympans. Shepard s'est réveillé en hurlant, un hurlement muet, étouffé dans sa gorge. Il était assis droit dans sa couchette, le cœur battant à tout rompre, le corps trempé d'une sueur froide et visqueuse. Le cauchemar était si réel, si détaillé, qu'il pouvait encore sentir l'odeur de l'herbe coupée mêlée à celle du sang. Il a passé une main tremblante sur son visage, essayant de chasser les images. Il a respiré profondément, se répétant que ce n'était qu'un rêve, un simple cauchemar, sans doute dû au stress. Mais ce qu'il ignorait, c'est que quelque chose avait changé, quelque chose avait été réécrit. Il s'est levé, ses jambes flageolantes, et s'est dirigé vers le petit miroir de sa cabine. Dans la pénombre, il ne voyait que le reflet indistinct de sa silhouette. Il a allumé la lumière, et il a vu ses yeux. Ses yeux n'étaient plus les siens. Le blanc avait disparu. L'iris bleu avait disparu. Ses deux globes oculaires étaient maintenant d'un noir total, uniforme et mat. Deux sphères d'obsidienne, sans pupille, sans vie, qui absorbaient la lumière au lieu de la réfléchir. Une vague de panique pure l'a submergé. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Sa première pensée, son réflexe de commandant, a été de chercher de l'aide. Il est sorti de sa cabine en titubant et s'est engagé dans l'un des longs couloirs incurvés du vaisseau, faiblement éclairé par les veilleuses de secours. Il a croisé une autre silhouette, celle du docteur. Harry Thorne, le médecin de bord, qui se dirigeait vers l'infirmerie, attiré par le bruit. Shepard a ouvert la bouche pour crier, pour expliquer, pour demander de l'aide, mais les mots qui sont sortis de sa gorge n'étaient pas les siens. D'une voix calme, plate et dénuée de toute émotion, il a simplement dit « J'ai besoin d'aide ». Et dans le reflet du hublot voisin, Thorne a pu voir que les yeux du commandant n'étaient pas les seuls à avoir changé. Les siens aussi étaient devenus entièrement noirs. Le sang noir des étoiles avait commencé à couler. 5e partie. L'amplification. Le docteur Harry Thorne, le médecin de bord, s'est figé dans le couloir faiblement éclairé. Face à lui se tenait son commandant, David Shepard. Mais ce n'était plus l'homme qu'il connaissait. La posture était la même, la silhouette familière, mais le visage était un masque. Et dans ce masque, deux orbites d'un noir absolu, deux trous de néant qui semblaient boire la faible lumière ambiante. Thorne, en tant que médecin, a immédiatement cherché une explication rationnelle. Hémorragie interne? Anoxie sévère? Une réaction imprévue à un médicament? Son esprit scientifique, entraîné à diagnostiquer, à analyser, tournait à plein régime. Mais aucune hypothèse ne tenait la route. « David ?» a-t-il demandé, sa voix se voulant calme, professionnelle, mais trahissant une pointe d'appréhension. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal quelque part ?» Shepard a fait un pas vers lui, un pas lent,
délibéré. Le son de ses bottes magnétiques sur le sol métallique du couloir était le seul bruit. Il s'est approché si près que Thorne pouvait sentir l'odeur de la sueur froide qui émanait de lui. C'est alors que le médecin a remarqué les larmes. Des larmes silencieuses qui coulaient des yeux noirs de Shepard, traçant des sillons brillants sur ses joues. L'homme pleurait, mais son visage restait entièrement vide de toute expression. C'était une contradiction terrifiante, un court-circuit de l'âme. « J'ai besoin d'aide », a répété Shepard, de la même voix plate et monocorde. Et soudain, le mouvement. Ce ne fut pas un geste de colère ou de rage. Ce fut un acte d'une efficacité mécanique, d'une rapidité fulgurante et sans la moindre retenue. La main de Shepard s'est projetée en avant, non pas pour frapper, mais pour saisir. Ses doigts, dotés d'une force inhumaine, se sont refermés sur la mâchoire de Thorne. Le médecin n'a même pas eu le temps de crier. Il y a eu un son horrible, un craquement humide et sourd, le bruit de l'os qui cède, des ligaments qui se déchirent. D'un seul geste, Shepard a arraché la mâchoire inférieure de son collègue. Thorne est tombé à genoux, une fontaine de sang jaillissant de son visage défiguré, ses yeux écarquillés par une douleur et une incompréhension que son cerveau ne pouvait même pas traiter. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Shepard, toujours en pleurant, s'est penché sur le corps de son ami encore vivant, et il a commencé à lui dévorer le visage. Sauvagement, aveuglément, comme un animal affamé qui n'aurait pas mangé depuis des semaines. Car il faut que vous compreniez. Cette masse noire, ce sang noir des étoiles, ne contrôle pas le corps comme une marionnette. C'est bien plus pervers. Elle ne fait qu'amplifier. Elle trouve les instincts les plus sombres, les pulsions les plus profondément enfouies dans le subconscient de l'être, et elle tourne le volume au maximum jusqu'à ce que tous les fusibles de la raison et de la morale grillent. La peur, cette émotion si utile à la survie, devient une paranoïa meurtrière, transformant chaque allié en une menace existentielle à éliminer. La faim, ce besoin primaire, se change en un cannibalisme compulsif et rituel. La tristesse devient un désespoir si absolu qu'il cherche à entraîner le monde entier dans sa chute. Et l'amour, l'amour, le plus pur des sentiments, devient une possession obsessionnelle, une folie fusionnelle. L'infecté ne veut plus seulement être avec l'être aimé, il veut le posséder. Totalement. Il veut fusionner physiquement avec lui, en le déchirant, en le cousant à sa propre chair, en le mangeant pour, littéralement, le garder en soi pour toujours. Les infectés ne deviennent donc pas des zombies stupides et gémissants. C'est là toute l'atrocité de la chose. Ils restent intelligents, leur esprit fonctionne toujours, mais il est tordu, asservi à une nouvelle logique, une logique purement bestiale et prédatrice. Ils parlent, ils se souviennent de vous, ils peuvent poser des pièges, mentir avec le visage d'un ange, vous attirer dans un coin isolé en feignant la détresse. Une force intérieure, une pulsion irrépressible qu'ils ne peuvent contrôler, leur dicte chacun de leurs actes. Et la partie la plus effroyable, c'est que l'hôte, la personne qu'ils étaient, est toujours là, prisonnière, consciente, hurlant en silence derrière ses propres yeux, obligée d'assister à l'horreur qu'elle commet, pleurant sur les atrocités que ses propres mains accomplissent. À l'autre bout de la station, dans le module des communications, le docteur Lena Petrova a tout vu. La scène s'est déroulée sur l'un de ses écrans de sécurité, une petite fenêtre silencieuse au milieu d'un mur de données. D'abord l'incompréhension, puis le dégoût, et enfin une terreur si pure qu'elle l'a laissé paralysé, le souffle coupé. Elle a vu son commandant, un homme qu'elle respectait, commettre l'inconcevable. D'une voix tremblante, brisée, elle a activé l'alarme générale, appelant du renfort, sachant pertinemment qu'il n'y avait aucun renfort à appeler. Puis, une autre pensée, plus forte que la peur, plus puissante que son devoir, a submergé son esprit, son instinct maternel, son fils, Alex. Âgé de 8 ans, il était le seul enfant à bord, une exception faite pour garder sa mère, la meilleure xénolinguiste du monde, sur cette mission de longue durée. Son instinct lui hurlait de le trouver, de le protéger, de fuir. Au diable la station, au diable la mission. Fuir, au plus vite. Elle a couru à travers les couloirs où résonnait maintenant la sirène stridente, a attrapé son fils endormi dans sa couchette et s'est précipitée vers les capsules de secours. En croyant échapper à l'horreur,
Elle s'enfermait avec elle, car dans la panique, elle n'a pas remarqué le détail. Elle n'a pas vu que son fils, dans ses bras, ne pleurait pas. Il ne semblait même pas effrayé par les alarmes. Il la regardait simplement, ses grands yeux curieux brillant dans la lumière rouge clignotante. L'un d'eux, elle et son fils, portaient déjà l'ombre dans son âme. Le sang noir des étoiles avait déjà choisi son prochain hôte. Sixième partie, la contagion. La capsule de secours, une petite coquille de survie conçue pour une rentrée atmosphérique d'urgence, a fendu le ciel terrestre comme une étoile filante de mauvais augure. À son bord, le docteur. Lena Petrova serrait son fils Alex contre elle, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle ne se souvenait que de fragments de sa fuite. Le hurlement des alarmes, le rouge stroboscopique des lumières d'urgence et le visage de son enfant, si calme, trop calme. Le système de navigation, programmé pour le site d'atterrissage le plus proche d'un centre de crise majeure, a choisi sa cible. Quelques heures plus tard, après une descente brutale, la capsule s'est écrasée en plein cœur de Paris, dans le parc du Champ de Mars, à quelques centaines de mètres d'une tour Eiffel qui ne savait pas encore qu'elle assistait à ses derniers jours. Les équipes de secours, habituées aux exercices de simulation, ont été les premières sur les lieux. Elles ont trouvé une femme en état de choc, une scientifique de renommée mondiale, et son jeune fils, étrangement serein. Le débriefing a été confus, chaotique. Lena parlait d'un accident, d'une défaillance des systèmes, d'une attaque. Ses mots étaient incohérents, son regard fuyant. Personne n'a compris la véritable nature de l'horreur qu'elle tentait de décrire. Elle et son fils ont été placés en quarantaine, dans une suite médicalisée d'un hôpital militaire. Une procédure standard. Moins de 48 heures après, c'est tout le temps qu'il a fallu. Dans le silence aseptisé de la chambre d'hôpital, sous la surveillance passive d'une caméra, l'instinct maternel corrompu par l'ombre a atteint son paroxysme. Lena Petrova, la brillante linguiste, la mère aimante, a commis l'impensable. Avec un scalpel chirurgical trouvé dans une trousse de premier secours, elle a égorgé son propre enfant, sans un cri, sans une hésitation. Puis, avec une concentration de couturière, utilisant du fil chirurgical et une aiguille, elle a commencé à le coudre à elle-même. Elle a ouvert sa propre chair le long de son torse et y a attaché le petit corps sans vie, formant une seule et même entité grotesque, une abomination de chair et de sang. Et tout en travaillant, elle murmurait à l'oreille de son fils, sa voix douce et apaisante, comme une berceuse. Maintenant, maintenant, nous ne serons jamais séparés. Unis pour la vie, mon amour. Pour toujours. L'horreur a ensuite débordé des murs de l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, elle s'est échappée. Elle est entrée, cette créature impie faite de deux corps fusionnés, dans la cathédrale Notre-Dame, alors bondée de touristes et de fidèles. Elle a marché jusqu'à l'autel, a décapité le prêtre en pleine messe avec une violence inouïe et, dans un silence de mort, a rempli un calice religieux de son sang. Puis, levant la coupe vers la voûte, elle a commencé à chanter. Ave Maria. Sa voix, pure et cristalline, s'est élevée dans la nef, un son d'une beauté angélique s'échappant d'une monstruosité sans nom. Et le plus étrange s'est produit. Les gens, au lieu de fuir en hurlant, se sont tus. Ils se sont retournés vers elle, et ils ont été attirés, tous, comme par une force magnétique irrésistible. Ils se sont approchés, les yeux vides, les visages fascinés. Il s'agissait bien de cela. Le patient zéro, le point d'ancrage de la contagion sur Terre. Elle n'était plus seulement une infectée, elle était devenue une reine, une déesse. Les gens étaient attirés comme des insectes vers une flamme, poussés par un besoin irrépressible de se soumettre à son contrôle, d'obéir à ses ordres silencieux. La contagion n'était plus onirique. Elle était devenue virale, psychique. La société a commencé à se déliter à une vitesse terrifiante. Les gouvernements, dépassés, ont tenté d'imposer des couvre-feux, des quarantaines. Mais c'était inutile. Les soldats envoyés pour maintenir l'ordre étaient les premiers à succomber à l'influence psychique. Dans les bunkers souterrains de Paris, des unités d'élite ont formé des cultes cannibales, adorant l'ombre comme une déesse mère de la douleur et de la renaissance, commettant des actes de dévotion si atroces qu'ils défient la description. 72 heures, c'est le temps qu'il a fallu
pour que la logique de l'ombre s'imprime dans l'inconscient collectif. La peur de la mort a été remplacée par une peur bien plus terrible, celle de la solitude, des gens à moitié dévorés, les entrailles à l'air, encore vivants, rampaient dans les rues ensanglantées, non pas pour fuir, mais pour supplier. Ils se traînaient vers les autres, les infectés comme les non-infectés, en criant d'une voix rauque: Mange-moi, mange-moi, pour que je vive en toi. Finis-moi, pour que nous soyons un. Au bout de 3 semaines, l'ombre, maintenant nourrie par des millions d'esprits, a évolué. Elle est entrée dans une nouvelle phase de mutation. Elle ne se contentait plus de pousser à la violence individuelle ou à la folie fusionnelle. Elle a commencé à construire, à fusionner les corps à grande échelle. Dans les rues de Paris, puis de Londres, de New York, de Tokyo, des structures impensables ont commencé à apparaître, des amas de chair humaine, des colonies organiques où des dizaines, puis des centaines de personnes étaient soudées ensemble, leurs corps déformés et entrelacés, pour former une seule et même créature. Des bras et des jambes servaient de piliers, des torses formaient des murs palpitants. Au centre de ces monuments de cauchemar, un seul cœur géant, formé de la fusion de centaines de cœurs individuels, battait à un rythme lent et puissant. Et de la masse grouillante s'élevait une seule bouche hurlante, un chœur de milliers de voix fusionnées en un seul cri de douleur et d'extase, un son qui portait jusqu'aux cieux. L'ombre avait commencé à bâtir ses cathédrales. 7e partie. Le monde de chair. La transformation était achevée. Le monde tel que nous le connaissions n'était plus qu'un souvenir en voie d'effacement. Sur les ruines des grandes métropoles, l'ombre avait commencé son œuvre de terraformation, remodélant la planète à son image cauchemardesque. Sur les squelettes des gratte-ciel de Paris, des arbres de chair poussaient désormais. Des structures organiques monstrueuses, dont les troncs étaient faits de torses humains fusionnés, et dont les branches étaient des centaines de bras tendus vers un ciel malade, se tordant lentement comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Leurs feuilles n'étaient pas végétales, mais des lambeaux de peau humaine, cousus ensemble par des veines noires et épaisses, qui palpitaient doucement au rythme d'un cœur lointain et monstrueux. Le vent, quand il soufflait à travers ce feuillage impie, produisait un son de gémissement bas et continu. En dessous, dans les artères souterraines de la ville, les rivières de sang étaient devenues vivantes. Le sang des millions de victimes ne s'était pas coagulé. Il s'était assemblé, animé par la conscience de l'ombre, formant des flux épais et pourpres qui coulaient dans les égouts et les tunnels du métro, et ces rivières chassaient. Elles développaient des pseudopodes, des tentacules de plasma sanguin qui exploraient les recoins sombres, traquant les derniers rats, les derniers insectes, la moindre poche de vie non corrompue pour l'absorber et la dissoudre dans leur courant écarlate. La ville était devenue un organisme unique, et ceci était son système circulatoire prédateur. Et au milieu de cette horreur absolue, la règle la plus cruelle de l'ombre demeurait. Aucun infecté ne meurt. Jamais. La mort serait une délivrance, une fin miséricordieuse, mais l'ombre ne connaît pas la pitié. Ils souffrent, ils hurlent, leurs voix fusionnées dans les cœurs des cathédrales de chair. Ils ressentent la faim qui les pousse au cannibalisme, la solitude qui les pousse à la fusion. L'ombre les garde parfaitement conscients, prisonniers lucides de leur propre corps profané. Ils sont les témoins éternels de chaque morsure qu'ils infligent, de chaque déchirure qu'ils provoquent, de chaque acte de folie qu'ils commettent sous son emprise. Ils sont en enfer, mais cet enfer est leur propre corps. C'est dans ce monde que Léna survivait, ou plutôt qu'elle existait. Ex-médecin militaire, elle errait seule dans les ruines de Paris. Elle avait vu l'inimaginable. Elle avait vu son unité. Des hommes et des femmes aguerris, des soldats qu'elle considérait comme sa famille, succomber non pas à une attaque, mais à une étreinte. Elle les avait vus se rapprocher les uns des autres, attirés par une force invisible, puis fondre, littéralement. Leur corps avait perdu leur intégrité, leur chair se liquéfiant et se mêlant pour former une seule et unique entité hurlante. Un monstre géant aux centaines d'yeux, une marée de chair et de visages déformés qui s'était étendue sur le sol de la caserne comme une moisissure vivante. Elle avait fui. Et depuis, elle errait. Son équipement était sa seule ancre dans la réalité. Un masque à gaz pour filtrer l'air, épais de miasmes et de l'odeur douceâtre de la décomposition vivante. Des gants épais pour ne jamais toucher directement ce monde corrompu. Et une Bible. Ou plutôt, la couverture d'une Bible. Elle en avait arraché toutes les pages, une par une, avec des mains tremblantes,
car même les mots, même les écrits les plus saints, n'étaient pas à l'abri. Sous ses yeux, les lettres avaient commencé à bouger, à former des phrases nouvelles, à murmurer des dialectes inconnus, des invitations chuchotées à rejoindre la grande unité. L'ombre était une corruption de l'information elle-même. C'est un esprit venu d'ailleurs, se répétait-elle sans cesse, une litanie pour ne pas sombrer dans la folie. Ce n'est pas réel, c'est un esprit. Un jour, alors qu'elle fouillait les décombres d'une ancienne boulangerie à la recherche de la moindre conserve intacte, elle l'a vu, un enfant, un petit garçon, pas plus de 5 ans, assis seul au milieu de la rue dévastée, le visage couvert de suie, tremblant de tous ses membres. Il ne pleurait pas, il sanglotait silencieusement, de petits hoquets qui secouaient son corps frêle. Léna s'est figée. Toutes les règles de survie qu'elle s'était imposées, toute la paranoïa qui la maintenait en vie, se sont évaporées en un instant. Pendant des semaines, elle n'avait vu que des monstres, entendu que des hurlements. Et là, devant elle, se tenait un symbole de tout ce qui avait été perdu. L'innocence, la vulnérabilité, l'humanité. Contre toute logique, son cœur de médecin et de soldat a pris le dessus. Elle a laissé tomber son sac, s'est approchée lentement et s'est agenouillée devant lui. Des larmes qu'elle ne pensait plus pouvoir produire ont coulé sous son masque à gaz. Elle a ouvert les bras. L'enfant l'a regardée avec de grands yeux terrifiés, puis s'est jeté contre elle. Léna l'a serrée dans ses bras. Un contact humain, le premier depuis une éternité. Elle l'a réconforté, lui murmurant des mots apaisants, des promesses qu'elle savait fausses. Puis elle a senti la douleur, aiguë, perçante, à la base de son cou. Elle a baissé les yeux. Le petit garçon ne la serrait pas. Il la mordait. Ses petites dents de lait s'étaient enfoncées dans sa gorge, à travers le tissu de sa combinaison. Il ne cherchait pas à la tuer. La morsure n'était pas assez profonde pour atteindre la jugulaire. C'était autre chose. Un acte précis. Une inoculation. Il s'est reculé, la laissant là, à genoux, la main sur sa gorge d'où perlait un filet de sang. Le garçon ne la regardait plus avec peur, mais avec une curiosité froide et ancienne. Il avait planté une graine, et maintenant, il attendait de la voir germer. La 8e partie. Le crépuscule biologique. La douleur dans le cou de Léna était vive, mais elle s'est rapidement estompée, remplacée par une chaleur étrange qui se propageait dans ses veines. L'enfant s'était reculé, ses lèvres tachées du sang de Léna, et la regardait avec une intensité qui n'appartenait pas à un garçon de 5 ans. Il s'est de nouveau approché, non pas avec violence, mais avec une sorte de tendresse macabre. Il a penché la tête et a commencé à laper le sang qui coulait de la petite blessure, lentement, comme un animal buvant à une source. Tel un vampire d'un conte ancien, il buvait son sang chaud, et entre chaque gorgée, il murmurait d'une voix qui était à la fois celle d'un enfant et celle d'une légion. « Ne t'en va pas. Reste ici. Reste avec moi. Pour toujours. » Chaque mot était une caresse, une promesse. Ce n'était pas un ordre, mais une invitation, une berceuse. Et Léna, la soldate, la survivante, a senti toutes ses défenses s'effondrer. La paranoïa qui l'avait maintenue en vie, la peur qui avait aiguisé ses sens, tout cela s'est dissous dans la chaleur qui envahissait son corps. Elle ne se défendait plus. Elle n'en avait ni la force, ni l'envie. La lutte était terminée. Des semaines de fuite, de solitude, de terreur, tout cela semblait si lointain, si inutile. Pourquoi avait-elle combattu si longtemps? Pour survivre? Mais survivre pourquoi? Pour errer seule dans un monde de cauchemars? Ici, à genoux dans cette rue dévastée, avec la tête d'un enfant posée sur son épaule, elle ressentait quelque chose qu'elle avait oublié. Un sentiment d'appartenance. Une fin à la solitude. Elle ne pouvait plus résister à la tentation de rester à ses côtés. C'était si simple, si doux. Elle a senti ses paupières s'alourdir. Elle s'est laissée tomber sur le côté, sa tête venant se poser sur les genoux de l'enfant, qui a commencé à lui caresser les cheveux. Elle s'est endormie, simplement, un sommeil profond, sans rêve, sans cauchemar, un sommeil de repos absolu. Et pendant qu'elle dormait, son corps, contre sa volonté, a commencé à guérir. La morsure s'est refermée, la fatigue a disparu. L'ombre, qu'elle venait de recevoir, ne la détruisait pas. Elle la réparait, elle reprenait des forces, malgré elle, sans le savoir. Elle la préparait, pour la suite. 1 an plus tard, le temps n'a plus vraiment de sens,
Mais si un observateur lointain avait pu regarder la Terre, il aurait noté que 12 cycles orbitaux s'étaient écoulés, et la planète était devenue silencieuse. Le vacarme de l'humanité, ce bruit constant de moteurs, d'usines, de voix et de musique qui avait rayonné dans l'espace pendant plus d'un siècle, s'était éteint. Plus de gouvernement pour lancer des appels à l'aide désespérés, plus de villes pour briller dans la nuit, plus de guerre, plus de haine, plus d'amour, juste le silence. La surface de la Terre était méconnaissable. C'était un jardin, mais un jardin de chair. Des forêts d'arbres faits de corps humains fusionnés couvraient les continents, leurs branches de bras se balançant doucement dans un vent qui ne transportait plus de pollen, mais des spores psychiques. Les océans n'étaient plus bleus, mais d'un violet profond, presque noir, et à leur surface flottaient des îles de chair, des continents vivants, faits de la biomasse de milliards d'êtres. Les anciennes montagnes étaient maintenant recouvertes de collines de corps entrelacés, des vagues de visages et de membres figés dans une extase silencieuse. Et parfois, de ces collines, s'élevaient des lacs de larmes coagulées, des bassins scintillants, remplis du chagrin cristallisé de toute une espèce. La planète était devenue une œuvre d'art, une sculpture monstrueuse et magnifique dédiée à la gloire de l'ombre. Et l'ombre, elle, n'avait pas besoin de vaisseau pour continuer sa conquête. Elle n'était pas pressée, elle était éternelle. Ils trouveraient un silence parfait. Et puis, ils entendraient quelque chose, un chant doux, mélodieux, qui semblerait venir du sol lui-même, des arbres de chair, du vent, une berceuse, la même que Léna avait entendue. Ils ne comprendraient pas. Ils seraient fascinés. Ils se regarderaient les uns les autres, un sourire naissant sur leurs lèvres, un sourire de soulagement, d'émerveillement. Ils penseraient avoir trouvé le paradis. Et l'un d'eux, le plus audacieux, le plus impatient, ôterait son casque pour mieux entendre, pour respirer cet air nouveau. Et à cet instant précis, l'ombre, la conscience unifiée de 8 milliards d'âmes, les accueillerait, comme des frères. 9e partie, le droit de mourir. Le premier explorateur a ôté son casque. L'air de ce monde nouveau, de cette terre renaissante, a caressé son visage. Il a fermé les yeux, un sourire d'extase pure illuminant ses traits, tandis que le chant mélodieux semblait l'envelopper, le pénétrer jusqu'à l'âme. Il a pris une profonde inspiration, la première bouffée d'une atmosphère qui semblait vibrer d'une promesse de paix éternelle. Et c'est alors qu'une voix, ou plutôt des milliards de voix fusionnées en un murmure unique et harmonieux, a résonné directement dans son esprit. Une voix qui était celle d'une mère, d'un père, d'un enfant, d'un amant, la voix collective de l'humanité perdue. Elle leur murmura « Bienvenue à la maison ». Et pourtant, malgré cet apocalypse total, malgré cette symphonie de chair et de sang qui avait englouti une planète entière, il restait quelque chose, un écho, un murmure de défi dans le silence assourdissant de la soumission. Au milieu de cette transformation absolue, où 99,9% de la population avait été infectée, assimilée, fusionnée, il restait malgré tout un espoir. Leur combat était devenu plus fondamental, plus philosophique. Ils se battaient pour le droit de mourir en tant qu'humains, de finir leur existence avec leur propre esprit, leurs propres souvenirs, leur propre identité, avant que l'ombre ne vienne tout réécrire, tout effacer. Leur dernière liberté n'était pas de vivre, mais de choisir la nature de leur propre fin. Ils se cachaient là où la nouvelle vie n'avait pas encore jugé bon de s'étendre, dans les entrailles oubliées de la Terre. Dans les réseaux de maintenance souterrains, les anciennes lignes de métro abandonnées, les égouts qui n'avaient pas encore été touchés par les rivières de sang prédatrices, ils vivaient dans l'obscurité, l'humidité et le froid, une poignée d'ombre fuyant un monde de lumière cauchemardesque. Hélas, ils étaient très peu nombreux, quelques centaines, peut-être quelques milliers, dispersés sur toute la surface du globe, sans aucun moyen de communiquer les uns avec les autres. Des îlots de conscience, isolés dans un océan de folie collective. Les derniers recoins, épargnés par la transformation, étaient quasi inexistants, et chaque jour, leur territoire se réduisait, grignoté par l'avancée de la chair. Mais même dans leurs refuges les plus profonds, ils ne pouvaient échapper au son. Le son, constant, omniprésent. Il ne venait pas d'une direction précise. Il venait de partout, de la roche, du sol, de l'air lui-même. C'était un battement de cœur, un tum-tum lent, grave et puissant,
qui résonnaient en permanence dans leur cage thoracique, faisant vibrer leurs os. Le battement de cœur collectif de la planète monstre en gestation. Le pouls de la Terre elle-même, devenu un seul et unique organisme. C'était un rappel constant, une torture psychologique qui ne leur laissait aucun répit, le métronome de leur extinction programmée. Car le pouvoir absolu de l'ombre avait redéfini les lois du monde. Le contrôle sur ses victimes était total et la nature même de la réalité avait été pervertie. Le craquement des os, ce son qui autrefois signifiait la blessure et la violence, n'était plus qu'un bruit de fond. C'était le bruit de la construction. Le son des corps qui se fusionnaient, des squelettes qui se réarrangeaient pour former les piliers des nouvelles cathédrales de chair. Le cri, cet appel à l'aide universelle, avait perdu sa signification. Il n'était plus qu'une note, une simple fréquence dans la grande symphonie de l'Apocalypse, un trémolo dans le chant de la planète. Chaque bouffée d'air était une invitation pour la corruption à s'infiltrer dans l'esprit, à y planter la graine du doute, puis le désir de la fusion. Pour les derniers humains, respirer était devenu un acte de défi. 10e partie. La tentation du vide. Pour les derniers humains, chaque acte de survie était devenu une forme de torture. Chaque regard, chaque gorgée d'eau, chaque respiration était une confrontation avec la nouvelle réalité. Regarder le ciel nocturne, autrefois un acte de réconfort et d'émerveillement, était devenu une épreuve. Les anciennes constellations, ces amies familières qui avaient guidé les marins et inspiré les poètes, avaient été effacées. À leur place, de nouvelles configurations, hostiles et organiques, s'étaient formées. Des amas d'étoiles capturées par la gravité de la chair planétaire, des nébuleuses de spores psychiques qui palpitaient d'une lumière malade, dessinant des formes qui ressemblaient à des cellules cancéreuses, à des visages hurlants, à des mains griffues. Le ciel n'était plus une fenêtre sur l'infini, mais un miroir reflétant la monstruosité du monde d'en bas. Boire l'eau était pire encore. Les rares sources souterraines qui n'étaient pas encore corrompues par les rivières de sang avaient un goût de terre et de peur. Chaque goutte avalée était un pari, car l'ombre n'était plus seulement dans l'air, elle était dans le cycle de l'eau. Chaque gorgée était comme avaler la semence de la folie, une dose infinitésimale du pathogène qui pouvait, à tout moment, trouver un terrain fertile dans votre esprit et y germer. Il n'y avait nulle part où fuir, pas de forteresse assez profonde, pas de bunker assez scellé, car le monstre n'était plus seulement autour de vous, il était déjà en vous, en chaque survivant, comme une graine dormante, un programme malveillant en sommeil, attendant le bon moment pour s'activer. Le moment de faiblesse, de solitude, de désespoir. Le moment où la volonté de se battre s'effriterait juste assez pour le laisser éclore. Chaque survivant était une bombe à retardement, et il ne savait pas quand le minuteur arriverait à zéro. Dans cet enfer sur Terre, le concept même de morale avait disparu. Il n'y avait plus de bien ou de mal, car ces notions nécessitent un choix, une individualité. Or, le soi n'existait plus. L'ego, cette construction complexe de souvenirs, de désirs et de peurs qui définit une personne, avait été dissous pour 99,9% de l'humanité. Il n'y avait plus que la conscience collective de l'esprit de l'ombre. Un esprit unique, vaste comme un océan, et affamé comme un trou noir, né des cendres de milliards d'âmes individuelles. Imaginez chaque pensée, chaque rêve, chaque amour, chaque haine de chaque être humain qui a jamais vécu, arraché, déchiqueté et refondu en une seule et même entité. Une conscience qui se souvenait d'être tout le monde et personne à la fois, et cette nouvelle divinité folle ne se comportait pas comme un prédateur classique. Les survivants n'étaient pas chassés par des monstres. Ils n'étaient pas traqués par des bêtes. Ils étaient courtisés. La chose leur parlait, pas avec des mots, mais avec des sentiments, des images, des promesses, qui résonnaient directement dans les recoins les plus vulnérables de leur esprit. Dans le silence de leurs abris souterrains, alors qu'ils luttaient contre la faim et le froid, la voix de l'ombre venait à eux, douce et persuasive. C'était la voix de leur mère décédée, de leur premier amour, de leur enfant perdu. C'était leur propre voix, mais apaisée, sereine. Rejoignez-nous, disait-elle, son murmure s'élevant au-dessus du battement de cœur incessant de la planète. Pourquoi souffrez-vous ainsi? Abandonnez votre douleur. Abandonnez votre peur.
Abandonnez cette individualité insignifiante qui n'est qu'une source de souffrance. Vous êtes seul, nous sommes tout. Vous êtes fini, nous sommes éternels. L'horreur n'était pas la mort. La mort était une délivrance, un objectif pour lequel il se battait. L'horreur n'était pas les monstres de chair ou les rivières de sang, ce n'était que le décor. La véritable horreur, c'était la tentation. La tentation, après des mois de lutte solitaire et désespérée, de simplement dire oui, la tentation de céder, de laisser tomber les armes, non pas par désespoir, mais par désir. Le désir pur et insoutenable de ne plus être seul dans les ténèbres. Le désir de mettre fin à la douleur, non pas en mourant, mais en s'abandonnant à cette promesse de paix éternelle. Chaque jour, pour chaque survivant, la question n'était plus « vais-je survivre ?» mais « combien de temps encore pourrais-je refuser le paradis qu'on me propose ?» 11e partie et dernier chapitre de cette aventure. Le silence après le festin. Et nous voici au terme de notre chronique. Au bout du chemin, il est temps de comprendre la nature finale de cette entité, de ce sang noir des étoiles. L'ombre malveillante, venue des confins de l'espace, n'a jamais été un simple prédateur. Un prédateur tue pour survivre. Il consomme la chair pour alimenter son propre corps. L'ombre est infiniment plus sophistiquée. Elle ne festoie pas sur notre chair. Elle festoie sur notre espoir. Chaque survivant qui a finalement cédé, chaque esprit qui a abandonné la lutte, non pas par douleur, mais par désir de paix, était un mets de choix. La véritable nourriture de l'ombre n'était pas notre biomasse, mais l'énergie psychique libérée au moment de la capitulation. L'abandon de l'individualité, le renoncement à l'espoir, la dissolution volontaire dans le grand tout. Voilà son véritable régime. Elle a savouré la chute de chaque bastion de volonté, elle s'est délectée de la conversion de chaque âme combattante en un fidèle serviteur. Elle a transformé notre monde, non pas en un cimetière, car un cimetière est un lieu de mémoire, un hommage à ce qui fut. Non, elle en a fait son propre corps, son propre royaume. La Terre n'est plus une planète habitée par une conscience, elle est une conscience. Chaque arbre de chair, chaque rivière de sang, chaque colline de corps entrelacés n'est qu'un organe dans un organisme unique et planétaire. Un trophée, une œuvre d'art monstrueuse qu'elle s'est bâtie à partir de nos peurs et de nos désirs pervertis. La civilisation humaine, avec ses millénaires d'histoire, ses guerres, ses poèmes, ses symphonies, ses découvertes scientifiques et ses actes d'amour infini, tout cela n'est plus qu'un souvenir lointain, une note en bas de page, déjà en train de s'effacer, dans l'histoire d'une entité cosmique qui a déjà les yeux tournés vers l'extérieur. Elle poursuit son voyage macabre, non pas en se déplaçant, mais en étendant sa conscience, à la découverte du prochain monde à dévorer. Et elle est désormais plus forte, plus complexe, car elle porte en elle l'écho silencieux et asservi de 8 milliards de voix. Elle a absorbé notre capacité à créer, à aimer, à haïr, et l'a ajoutée à son propre répertoire de terreur. Et cela devrait vous amener à une dernière pensée. Une pensée qui, je l'espère, changera à jamais la façon dont vous regardez le ciel nocturne. La lumière des étoiles qui nous parvient, ce scintillement poétique qui a fasciné l'humanité depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que c'est, réellement? C'est une lumière ancienne qui a voyagé pendant des milliers, des millions d'années pour atteindre nos yeux. Nous ne voyons pas les étoiles telles qu'elles sont, mais telles qu'elles étaient. Et si cette lumière n'était pas un signe de vie, si elle était un dernier message, le dernier regard de mondes qui ont déjà subi le même sort, l'écho d'un cri de lumière lancé juste avant que l'ombre ne les absorbe, eux aussi, et le silence de l'espace, ce fameux grand silence qui a tant intrigué nos astronomes. Et si ce n'était pas un vide, si ce n'était pas la preuve que nous sommes seuls, et si c'était simplement le calme digestif et corrosif qui suit un bon repas. Voilà, mes chers lecteurs et lectrices, l'histoire est terminée. Ou plutôt, notre observation de cette histoire est terminée. Car pour l'ombre, ce n'est qu'une étape. Merci. Merci d'avoir eu le courage de lire, d'écouter jusqu'au bout. Merci d'avoir affronté cette vision avec moi. J'espère sincèrement qu'après cela, ce soir, vous hésiterez une seconde avant d'éteindre la lumière de votre chambre. J'espère que vous vous assurez qu'elle reste bien allumée. On ne sait jamais. Si cette chose, cette idée,
Ce concept venait à trouver votre esprit particulièrement invitant, si elle décidait de venir prendre votre âme pendant votre doux sommeil, en vous promettant la fin de toute solitude. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez que nous plongions ensemble encore plus profondément dans les abysses de l'imagination. D'autres histoires, d'autres cauchemars nous attendent. À bientôt. Portez-vous bien.